Ouais, donc c'est bon, on est calé et sur Zoom et sur le live Facebook. Donc bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. Tout d'abord, on est content de vous accueillir à la Fédération PTT, même si c'est virtuellement. Et en deuxième chose, on va faire juste une petite présentation. On va laisser évidemment la parole à Nicolas, voilà, pourquoi on souhaitait organiser un débat, une rencontre autour de son livre. Alors juste deux mots de présentation sur Nicolas, même s'il est ultra célèbre, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. Il est sociologue et il avait sorti il y a quelques années un bouquin que, au passage, je fais un stylo, mais que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Voyage de classe, dont l'objet était une enquête sociologique par des étudiants du 93 dans un quartier ultra populaire qui se trouve le 8e arrondissement de Paris. Donc je vous conseille la lecture pour l'expérience, c'est intéressant. Et dernièrement, il a écrit donc Le Cachet de la Poste, qui vient de sortir, qui est tout chaud tout frais, et qui est un livre sur une expérience aussi d'immersion, parce que il ne s'est pas contenté d'étudier de l'extérieur la situation à la Poste, et particulièrement à la distribution chez les factrices et les facteurs, mais il a eu le courage de se faire embaucher à la Poste, et il a eu le bonheur énorme de travailler à la Poste. Et bon, en plus de ça, voilà, il a interviewé un grand nombre de postières et de postiers, des organisateurs, son bouquin, c'est une vraie entreprise de démontage des prétentions scientifiques de la Poste, qui explique, alors les postières et les postiers qui sont connectés le savent très bien, peut-être moins les copains, les copines, les gens qui sont pas des agents de la Poste. C'est quand on explique aux postières et aux postiers qu'en fait les restructurations, les suppressions d'emplois, c'est inéluctable, et que de toute façon c'est la science qui parle, parce que c'est un vrai calcul de la charge de travail qui est opéré. On le sait quand on le vit sur le terrain, c'est pas le cas, et un des intérêts de ce livre, c'est aussi de démontrer que toutes ces prétentions scientifiques en fait sont pas là. C'est le service d'une idéologie, c'est le service d'une politique qui est de la casse des conditions de travail et les suppressions d'emplois, pour le dire court. Et je dirais, pour pas être trop long et pas m'étaler, que par ailleurs ce bouquin tombe bien, il tombe très bien, il tombe à un moment où on est un peu à la croisée des chemins à la Poste, où les réorganisations qui s'enchaînent en réalité depuis, on va dire, à peu près 20 ans, là il y a une accélération brutale, et notamment la Poste, les patrons de la Poste, comme bien des patrons, profitent du confinement pour accélérer les choses. Et par exemple, pour l'année 2021, c'est 1000 réorganisations qui sont en œuvre et qui vont se déployer à la distribution, et avec y compris une direction qui ne s'interdit pas, dans un avenir relativement proche, de procéder à des suppressions d'emplois, des PSE, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Donc en fait, on a un peu tous les clignotants qui sont rouges, et de ce point de vue-là, nous, on est, en tant qu'organisation syndicale, en tant que fédération, on tire la sonnette d'alarme. On pense qu'il faut se mobiliser collectivement, y compris cette discussion autour du livre. C'est un moment important. Il y aura d'autres moments, y compris, on organise un meeting le 10 mars autour justement de ces réorganisations qui touchent la Poste, et de la nécessité de riposter par rapport au plan de nos patrons. Donc, on dit souvent le savoir est une arme, et c'est vrai que ce livre, c'est une arme aux mains des militantes et des militants, des postières et des postiers, et plus généralement toutes celles et tous ceux qui entendent contrer les politiques patronales à la Poste, les suppressions d'emplois, la dégradation des conditions de travail, la casse des métiers et la casse du service public, donc y compris les usagères. Les usagers sont évidemment au premier chef concernés. Avant de passer la parole à Nicolas, tout de même, Angélique fera juste un petit topo sur le cadre un peu de discussion qui va être le nôtre dans les à peu près 2 prochaines heures, et après Nicolas pourra attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Juste pour présenter un peu le cadre, on va dire un peu technique, et de la façon qu'on va procéder. Déjà, on vous demande de bien vouloir couper tous vos micros, pour pas gêner la discussion, et de partager aussi au maximum la vidéo sur Facebook. Donc ça, surtout, n'hésitez pas.
On vous propose donc de vous inscrire pour poser des questions. Alors, soit vous vous inscrivez si vous voulez poser une question en live ou dans la conversation sur Zoom ou sur Facebook, puisqu'on a les deux, on a Zoom et donc Facebook, où vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat sur Zoom et sur Facebook. Et voilà, et on prendra les inscriptions et les questions au fur et à mesure. Et donc, je passe la parole à Nicolas. Bonjour à toutes et tous, merci à Suite PTT pour cette invitation et cette organisation, et puis merci à toutes les personnes qui sont présentes. Donc je vais essayer d'abord de présenter rapidement ce livre en 20 minutes, une demi-heure maxi, pour qu'on puisse après avoir le temps de discuter et de débattre, c'est-à-dire de faire ce que la Poste ne veut pas faire habituellement sur ces sujets-là, ni avec les factrices et les facteurs, ni avec moi par exemple, puisqu'il y avait des questions qui est une émission de radio à propos du livre, une émission qui a vocation à être contradictoire, c'est sa ligne éditoriale, donc assez légitimement les journalistes avaient voulu contacter les cadres de la Poste qui ont absolument refusé toute discussion et tout débat. Donc si jamais il y en a parmi nous ce soir, qu'ils n'hésitent pas à intervenir, qu'on puisse avoir le fameux débat. Le point de départ un peu de ce livre, c'est peut-être des questions déjà que peuvent se poser des usagères et des usagers lambda qui ne sont pas familières ou familiers de la Poste. C'est des usagères et des usagers peut-être curieux qui voient un facteur, leur facteur apporter du courrier dans la boîte aux lettres et qui se doutent que le facteur ne fait pas ce déplacement uniquement pour porter leur courrier à eux, et qu'il y a d'autres boîtes aux lettres, il y a d'autres destinataires sur la tournée, mais qui peuvent se demander, mais au fond, sur une tournée, combien il y a de boîtes aux lettres? Et puis, il y a des usagers curieux, et puis il y a aussi des usagers agacés qui sont peut-être plus nombreux, qui se demandent, mais pourquoi ça fait plusieurs jours que j'ai pas reçu mon courrier? Ou pourquoi est-ce que le facteur a avisé tel recommandé en disant que j'étais pas là alors que j'étais chez moi? Qui se demandent, mais en fait, ça se dégradera pas un peu depuis quelques années à la Poste? Et voir qui se demande, à force d'avoir regardé Bienvenue chez les Ch'tis et d'être habitué à voir Danny Boone jouer le rôle d'un facteur, est-ce que le facteur n'est pas encore en train d'aller boire un coup chez le voisin? Et puis, le point de départ aussi des questions que je pose, c'est les questions que se posent un certain nombre de factrices et de facteurs qui savent bien eux combien ils ont de boîtes aux lettres sur leur tournée, qui savent bien pourquoi il y a ce qu'on appelle des tournées à découvert, donc des tournées qui ne sont pas distribuées, ce qui amène du coup effectivement à du courrier qui n'arrive pas dans les boîtes aux lettres, parce qu'il y a un certain nombre de leurs collègues qui sont absents, qui sont en arrêt maladie, qui ont craqué, qui ne sont pas remplacés, qui savent bien aussi pourquoi ils sont contraints et forcés, et des fois même incités par leur direction à aviser d'office des recommandés parce que les tournées sont trop longues et que c'est le seul moyen de réussir à finir sa journée. Mais des facteurs quand même qui se demandent, mais au nom de quoi au fond, on me fixe une tournée aussi longue, au nom de quoi on me donne autant de courriers, autant de boîtes aux lettres, et ces facteurs qui se posent ces questions-là, généralement se heurtent à un mur, puisque ce qu'on leur répond, et la seule réponse qu'on leur donne, c'est l'ordinateur qui l'a dit, c'est comme ça et pas autrement. Donc l'idée, c'est d'essayer de répondre un peu modestement à toutes ces questions, en analysant à la fois le travail réel du facteur et puis en même temps la prescription que la Poste assigne aux factrices et aux facteurs. Donc je m'excuse pour les autres postières et postiers, mais ça va vraiment parler que factrices et facteurs. À partir du prisme un peu spectaculaire et particulièrement brutal d'une réorganisation, mais qui n'a rien de tout à fait, qui n'a rien de bizarre et extraordinaire, puisque c'est le quotidien des factrices et des facteurs. Dans l'idéal de la Poste, tous les 2 ans, toutes les factrices et tous les facteurs sont confrontés à une réorganisation, ce qui signifie à minima une réduction des effectifs utilisés pour parcourir l'ensemble des rues d'une zone de distribution quelconque. Donc dans ce livre, il y a un peu 3 récits qui s'entremêlent pour essayer de répondre à ces questions et de répondre à ces objectifs. Le premier, c'est un récit vraiment par en bas de qu'est-ce qui se passe dans un centre de distribution qui est percuté par une réorganisation. Et donc j'ai eu la chance, entre guillemets, de me faire embaucher dans un centre de distribution du courrier comme facteur au moment
d'une réorganisation, plutôt une semaine avant la réorganisation. J'y ai travaillé 5 semaines, donc 4 semaines sous le régime de la nouvelle organisation. C'est pas énorme, mais ça permet comme ça d'avoir une espèce d'instantané, une description un peu dense de qu'est-ce qui se passe, puisque je prenais des notes tous les jours en rentrant du boulot, de qu'est-ce qui se passe au quotidien au moment d'une réorganisation. Tout ça étant bien évidemment épaissi par des dizaines d'entretiens avec des factrices et des facteurs qui racontent leur propre expérience, à la fois dans le centre de distribution où j'étais, ce qui est une zone urbaine en périphérie d'une grande agglomération parisienne, mais aussi des entretiens avec des factrices et des facteurs dans d'autres régions, puisque l'une des particularités de la Poste, enfin, du métier de facteur, c'est que c'est un métier qui est commun, en apparence, mais qui s'exerce dans des conditions extrêmement variables d'un endroit à l'autre, dans la plaine et dans la montagne, dans la campagne et dans la ville, par des météos aussi différentes, dans des reliefs différents, etc. Et donc, j'essaye de décrire un peu concrètement ce que ça implique une réorganisation, c'est-à-dire, à minima, une réorganisation, c'est toujours des suppressions de tournées, c'est toujours des facteurs en moins, c'est toujours des précaires en CDD et en intérim dont on se débarrasse à ce moment-là. Et c'est toujours du coup des rues en plus pour les facteurs qui restent, des tournées qui se rallongent, des repères qui ont disparu aussi parce qu'on avait une tournée qui éventuellement a disparu ou qui a été complètement recomposée. Et donc c'est les repères qu'on avait constitués sur la tournée dont on était titulaire, dont on avait l'habitude, qui disparaissent. Donc c'est dans un centre de distribution du courrier, ce récit il s'ancre dans un centre de distribution qui est lambda dans le sens où le collectif de travail est pas particulièrement mobilisé et ne parvient pas, n'arrive pas à empêcher la réorganisation de se mettre en place. Et une fois qu'elle se met en place, on retrouve un tableau classique, malheureusement, de ce que produit ce genre de réorganisation, c'est-à-dire des surcharges de travail, tout d'abord, des facteurs qui sont contraints de dépasser quotidiennement leurs heures de travail théoriques, donc qui dépassent largement les 35 heures. À titre personnel, moi j'étais plutôt sur du 50 heures par semaine. Et alors on peut me dire, oui mais t'étais novice et c'est parfaitement vrai, tu connaissais pas le boulot, mais tout un tas de collègues autour de moi, bien plus expérimentés, confirmés et consciencieux aussi d'une certaine manière, étaient tout autant surchargés, ne parvenaient pas à s'en sortir, étaient confrontés à soit ramener du courrier, et donc avoir le sentiment de mal faire leur travail, et éventuellement en s'exposant aux remontrances de l'encadrement, soit à faire des dépassements horaires qui n'en finissaient plus, avec des journées à rallonge, sans pause, sans prendre leur pause dans la journée, sans même déjeuner, ou juste une petite collation au milieu de la journée. C'est aussi du coup des arrêts maladie en croissance. Je pense que beaucoup de gens ont vécu ça suite à une réorganisation, des collègues qui craquent et dont le seul moyen de faire savoir qu'ils n'en peuvent plus, puisque la discussion est impossible avec la direction, c'est de se mettre en arrêt maladie, ce qui évidemment dégrade encore plus la situation parce que ça appelle encore plus de remplacements, encore plus de débrouilles et de stratagèmes pour pallier à ces absences, et ça crée une surcharge supplémentaire pour ceux qui restent. C'est aussi une description de la précarité, puisque on était pas loin d'un quart des effectifs en CDD en intérim dans le centre de distribution du courrier, donc c'est peut-être un peu plus qu'à l'échelle nationale, on est plus aux alentours de 10%, et avec du coup un manque d'engagement des précaires dont je faisais partie, c'est-à-dire que à force d'être utilisé comme bouche-trou, balancé d'une tournée à l'autre pour éteindre les feux qui couvent, les tournées qui sont à découvert, avec comme seule perspective d'être probablement remercié une fois que les effets de leur organisation auront été aplanis, eh bien ces précaires sont de moins en moins investis, ce qui peut susciter un regard désapprobateur de la part des agents qui sont permanents, les fonctionnaires ou en CDI, mais de moins en moins investis, et puis qui contribue à faire tricher de plus en plus pour s'en sortir, puisque de toute façon on n'a aucune reconnaissance du côté de la Poste. Et ben on va laisser des gros paquets de courriers sur les batteries de boîtes aux lettres, on va laisser même des paquets de courriers dans des sacs de dépôt, à l'intérieur même des dépôts relais, donc ces coffres marrons qui sont disséminés dans le tissu urbain et où normalement on doit aller chercher le courrier pour le distribuer. Et ça décrit aussi, parce que encore une fois, ce centre qui ne ressemble pas forcément à tous les autres, mais n'était pas particulièrement soudé et mobilisé, et bien ce que ça crée comme ambiance délétère de travail, c'est-à-dire que tous les facteurs sont confrontés
à cette dégradation de leurs conditions de travail, à cet accroissement de la charge de travail liée à leur organisation, mais ça ne crée pas forcément un collectif soudé, le fait d'être confronté à ce sort commun. Au contraire, ça peut créer de l'isolement parce que chacun a le nez dans le guidon de sa tournée, essaye de s'en sortir malgré tout et donc regarde de moins en moins ce qui se passe du côté du voisin, voire ça crée des jalousies avec le sentiment que en fait tel collègue a été mieux servi, que sa tournée est plus légère pendant que celle qu'on a est plus lourde. Et il est vrai que la Poste ne fait rien particulièrement pour contrer ces jalousies et ces manières de regarder le travail, puisque par exemple, je donne l'exemple d'une factrice dans le centre où j'étais qui ne cessait de dire que sa tournée était surchargée, qui avait 60-70 recommandés par jour, qui était obligé d'en remettre pour le lendemain, donc qui arrivait à une centaine par jour, et puis qui ne cessait de demander ce qu'on appelle à la Poste une révision de tournée, un accompagnement, qu'un cadre vienne l'accompagner sur sa tournée, vérifier qu'effectivement elle était surchargée et qu'elle ne râlait pas pour rien. Alors les cadres tempéraient, disaient qu'elle exagérait, etc. Et finalement, au bout de plusieurs mois, ils ont fini par accéder à sa demande de l'accompagner. Un cadre donc l'a accompagné tout au long de sa tournée, a observé et a en tout cas constaté et écrit que effectivement sa tournée était peut-être surchargée. Le résultat a été que la direction a pris les choses en main et a pris des bouts de sa tournée et les a refilés à un autre facteur. Donc pour la Poste, l'opération est complètement à somme nulle. Il n'y a pas eu besoin d'effectifs supplémentaires pour alléger sa tournée et ça s'est traduit par la surcharge d'un collègue. Donc évidemment, ça contribue à dégrader là encore les relations entre factrices et facteurs et à miner la solidarité qui aurait pu naître du fait d'être collectivement confrontés à cette réorganisation. Et puis à partir de cette enquête là dans un centre de distribution en particulier percuté par une réorganisation, ce que je soulève aussi, c'est les questionnements que se posent les facteurs sur mais d'où ça vient cette prescription de la charge de travail qui paraît complètement irréaliste, qui expose à des surcharges de travail, qui expose à des injonctions contradictoires. D'où vient le fait qu'on a considéré que la Poste a dit que la tournée que j'avais avant faisait 4h12 alors que je dois 7 heures de travail et donc que je devais 2h48 de travail. La Poste donc laissant sous-entendre, voire disant explicitement que je me tournais les pouces jusque-là pendant 2h48 alors que j'avais l'impression qu'en fait je bossais 5h30, 6h, 6h30, 7h, voire plus, et que donc ça ne correspondait pas du tout à ma propre perception du travail. D'où ça vient tout ça. Donc les facteurs se posent tout un tas de questions, raisonnent, réfléchissent à comment c'est prescrit, comment cette prescription se heurte au mur du réel sur leur tournée, mais eux-mêmes dans leurs réflexions sont empêchés par la situation, par le fait que les cadres locaux n'ont pas de répondants, n'ont pas de mandat d'une part pour s'engager dans une discussion, éventuellement dans une négociation, mais n'ont même pas forcément la compétence technique parce que eux-mêmes ne font qu'appliquer qu'un script qui vient d'en haut. Donc là, le deuxième récit un petit peu dans le livre, c'est d'essayer de tirer le fil de ces questionnements qui viennent des factrices et des facteurs elles-mêmes et eux-mêmes que j'ai rencontrés. Tirer ce fil et essayer de l'explorer, notamment en allant interviewer justement ceux qu'on appelle à la Poste des organisateurs. Alors quand je dis organisateur en dehors de la Poste, les gens ils me disent « Ah, c'est un surnom, c'est rigolo ». Mais non, je vais dire non, c'est vraiment le nom de sa fonction, c'est l'organisateur. Donc les organisateurs, ceux qui donc réorganisent, ceux qui découpent les tournées, ceux qui disent quelle durée sont supposées faire les tournées et donc du coup quels sont les périmètres qui correspondent à ces durées, rencontrer des organisateurs, des cadres encore plus hauts, des ingénieurs au siège de la Poste, et puis aussi un plongeon dans les archives de la Poste elle-même pour essayer de comprendre comment la Poste a réfléchi ces réorganisations qui viennent périodiquement. Alors quand on plonge dans les archives un petit peu lointaines, quand je dis lointaine, c'est pas le Moyen-Âge, mais quand on remonte jusqu'aux années 70 par exemple, c'est assez rigolo de constater que ce que fait la Poste aujourd'hui est parfaitement désavoué par la direction de la Poste dès les années 70-1980. Et c'est vraiment pas, à l'époque, donc il n'est pas question de modéliser des tournées, de fabriquer des tournées à partir d'un logiciel depuis un ordinateur sans accompagner les facteurs sur le terrain. Pas parce que les moyens techniques manquent, l'informatique de production elle s'est développée dans les usines par exemple dès les années 70-80 et la Poste a tout à fait les moyens d'investir là-dedans. C'est pas les moyens techniques qui manquent, ce qui manque c'est la croyance que ce serait réaliste. Et à l'époque on a des phrases tout à fait claires de la direction du courrier qui estime que appliquer un mode de calcul
univoque pour tous les facteurs, des normes de calcul universelles, comme elle dit, ce serait complètement irréaliste du fait justement de la variété des conditions d'exercice en fonction de la topographie, du climat, de l'environnement sociologique, des catégories de destinataires, etc. Donc, jusque dans les années 80, on retrouve cette position affirmée dans les productions de la Poste, de la direction de la Poste, hein, j'insiste là-dessus, disant que c'est absolument impossible de découper les tournées en petites tâches élémentaires comme on le ferait à l'usine de manière très taylorienne et d'affecter des durées pour ensuite recomposer des durées théoriques de tournée. Donc c'est très intéressant parce que par avance, elle disqualifie ce qu'elle va commencer à faire à partir des années 2000. Alors qu'est-ce qui se passe à partir des années 2000 pour que ça change? La Poste est confrontée, il faut voir d'abord le cadre général, c'est que la Poste est confrontée à une contradiction économique. La contradiction, pour la résumer, elle est que à partir des années 2000, le trafic va commencer à baisser. Alors c'est pas tout le trafic, ce sont principalement les lettres ordinaires, tout ce qui est objets spéciaux, lettres recommandées, suivis, et surtout tout ce qui est colis, petits paquets, ça va augmenter. Donc ça représente bien une charge de travail qui d'ailleurs sera mal évaluée, sous-évaluée de manière chronique par la Poste. Elle va longtemps considérer par exemple que les petits paquets internationaux, ce qu'on appelle aussi les petits paquets chinois, ça vaut le même temps de travail qu'une lettre ordinaire. Donc je pense que les factrices et les facteurs qui écoutent voient bien que ça ne peut pas être le cas. Mais en tout cas, il y a vraiment une baisse effectivement du trafic. Mais la contradiction est que pendant que le trafic baisse, on a une augmentation du nombre de destinataires, on a une augmentation du nombre de boîtes aux lettres, on a un étalement du tissu urbain, on a de plus en plus de gens à qui il faut donner du courrier. Si on reprend les chiffres de la Poste elle-même, il y a une quinzaine d'années, on avait 33 millions de boîtes aux lettres et on a dépassé aujourd'hui les 40 millions. Donc, si on prend juste comme indicateur le nombre de destinataires, les facteurs et les factrices ont considérablement accru leur productivité au cours des 15 dernières années. Pourquoi c'est une contradiction pour la Poste? Parce que les gens ne payent pas pour recevoir leur courrier. C'est pas comme avec une box internet où on paye pour recevoir un flux, c'est l'expéditeur qui paye pour vous envoyer ça. Donc, pour la Poste, il n'y a pas une augmentation de la productivité, bien que les facteurs desservent davantage de destinataires, il y a plutôt une baisse de la productivité puisque le nombre d'objets, lui, diminue. Alors la Poste s'échine depuis 15-20 ans à essayer de résoudre cette contradiction, à essayer malgré tout de faire du profit, alors que les raisons d'en faire moins s'accumulent. Et j'y insiste, elle y parvient. Si on regarde les comptes annuels de la Poste, il n'y a pas une année où elle ne soit pas excédentaire, avec du coup un résultat qui varie entre 500 millions et 1 milliard pour une grosse vingtaine de milliards de chiffre d'affaires. Et même au niveau de la branche courrier, on constate que cette branche demeure excédentaire. Comment la Poste y est parvenue? Alors, elle y parvient de manière différente. Ça peut être en augmentant, par exemple, le prix du timbre. Ça peut être en essayant de faire par des machines du travail qui était fait jusque-là par des humains. Donc, c'est notamment la mécanisation du tri qui fait que beaucoup de factrices et de facteurs ont vu la portion de leur travail dédiée au tri se réduire. Ça pouvait prendre, il y a 15-20 ans, la moitié d'une journée. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 ou 2 heures seulement. 2h30 avant de partir en tournée, donc la part de la distribution est plus importante, mais c'est aussi plus basiquement et plus brutalement pour le quotidien et l'expérience quotidienne des factrices et des facteurs, en soutirant davantage de travail des facteurs, en obtenant davantage d'efforts, en obtenant un allongement de leur durée du travail, de leur journée de travail, en obtenant aussi plus d'intensité du travail pendant cette durée. Et elle l'obtient justement au moyen des réorganisations, au moyen d'une prescription de la charge de travail complètement déconnectée des réalités du terrain à partir d'un logiciel. Le logiciel aussi il répond à une fonction pratique, c'est qu'à partir du moment où vous voulez réorganiser très fréquemment tous les bureaux, donc l'objectif de la Poste jusqu'en 2012 c'était tous les 18 mois à 2 ans, aujourd'hui ce serait plutôt tous les 2 ans, mais dès lors que vous voulez les réorganiser très fréquemment, utilisez la méthode qui était utilisée antérieurement, c'est-à-dire celle du chronométrage, l'accompagnement des facteurs sur chaque tournée, ça prend trop de temps, c'est pas possible. Donc l'idée pour la Poste est de passer d'une méthode qu'elle nommait elle-même artisanale à une méthode qu'elle nomme industrielle, et donc pour qu'un organisateur assis dans son fauteuil fasse tourner un ordinateur qui dise la durée de vos tournées et qui permette de redécouper les tournées. Et ce que j'essaye de décrire aussi dans le livre, c'est du coup
de quoi est fait ce modèle de valorisation de la charge de travail. Donc c'est de rentrer un petit peu dans la technique avec les quelques indices que veut bien abandonner la Poste, parce qu'encore une fois, tout ça est très opaque. Et ce modèle, il s'alimente de trois choses principalement, sur lesquelles on peut revenir dans la discussion, mais je mettrai l'accent surtout sur la troisième. C'est d'abord un inventaire des distances, du nombre de boîtes aux lettres. C'est ensuite, principalement, c'est une estimation du trafic sur la tournée et même sur chaque point de distribution, sur chaque adresse postale qui constitue la tournée. Et c'est enfin des normes et cadences, c'est-à-dire des temps et des vitesses standards, sans lesquels il ne serait pas possible d'avoir des durées. Donc tout ça, le trafic et l'inventaire des distances et des boîtes aux lettres est mouliné avec des normes, ce que la Poste appelait des normes et cadences, qu'elle appelle aujourd'hui des temps opérationnels à la distribution, mais il s'agit toujours de la même chose, des normes et cadences qui permettent de fabriquer des durées. Et ce qui est donc la question qu'on peut se poser, si on veut continuer à gratter un petit peu plus loin, c'est mais ces normes et cadences, sur quoi reposent-elles? Comment ont-elles été faites? À quelle époque? En se basant sur quel type de méthodologie? Est-ce que c'est par exemple des chronométrages? Est-ce qu'on a accompagné des facteurs? Combien? Et puis quand on a accompagné des facteurs, peut-être que ces facteurs n'avaient pas tous le même rythme. Donc comment est-ce qu'on est arrivé à des cadences uniques alors qu'on avait des facteurs qui n'avaient pas le même rythme? Un certain nombre de représentants du personnel de la Poste, notamment dans le cadre des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, ont posé ces questions de manière répétitive et même de manière un peu teigneuse, puisque à force de ne pas avoir de réponse, il a fallu aller devant les tribunaux. Et là, la réponse de la Poste a été tout à fait presque désarmante, puisqu'elle a consisté à dire, mais en fait, ces documents qui justifient les normes et cadences tout à fait scientifiques, bien sûr, que l'on applique aux facteurs, ces documents ont disparu probablement dans un déménagement. Donc le peu que l'on sait, c'est que ces normes et cadences ont été fabriquées au milieu des années 90, qu'elles ont été ressorties du formol au début, milieu des années 2000 pour alimenter la machine, le logiciel qui prescrit la charge de travail des facteurs, mais vous ne pourrez guère en savoir plus et on ne pourra guère en savoir plus. Et donc la Poste a pu durer 15 ans comme ça sur des normes et cadences, sur un modèle présenté comme très savant et très scientifique aux factrices et aux facteurs, alors qu'elle avait perdu tous les documents qui auraient pu permettre de justifier un tantinet ce sur quoi ça reposait. Et le troisième récit, du coup, qui s'entremêle aux deux précédents dans le livre, ce sont des entretiens imaginaires avec une figure importante de l'ingénierie du travail, des directions d'entreprise, c'est Taylor, donc, qui était un ingénieur états-unien de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc c'est pour ça que les entretiens que je mène avec lui sont forcément imaginaires, puisque le brave homme est mort il y a plus d'un siècle. Néanmoins, entretiens imaginaires qui sont néanmoins fondés sur la lecture et la citation très fréquente de ses œuvres complètes en matière d'organisation du travail. Alors pourquoi Taylor est célèbre? D'une part parce qu'il a tout fait pour, hein, c'était un très très bon lobbyiste de lui-même, mais aussi du coup parce qu'il est devenu l'incarnation de ce qu'on a appelé le taylorisme, et l'un des organisateurs que j'avais interviewé m'avait mis sur la piste en me disant, mais au fond, avait relativisé le modèle de la Poste en disant, au fond, bah, tout ce qu'on fait, c'est juste du taylorisme. Donc, il y a un parallèle évident à tracer. Et cet ingénieur états-unien donc avait été le premier, ou se présentait comme le premier, à avoir voulu étudier scientifiquement les temps nécessaires pour réaliser les gestes productifs des ouvriers. C'était lui, ça se passait uniquement dans des usines, entre les quatre murs d'une usine, qui sont un peu plus maîtrisables par une direction d'entreprise que des environnements extrêmement variables dans lesquels interviennent les facteurs. Mais ce que je voulais mettre en avant, ce que je veux mettre en avant en faisant ce parallèle avec Taylor, c'est non seulement du coup la parenté de la méthode, mais c'est surtout le soubassement idéologique qui est derrière, c'est-à-dire le fait de prétendre à une norme scientifique qui devrait pouvoir couper court à toute discussion et prévenir par avance toute revendication, toute réclamation des factrices et des facteurs, dans la mesure où elles sont disqualifiées du fait que ces normes sont prétendument scientifiques. Et en même temps, quand on gratte un peu chez Taylor, c'est un peu comme à la Poste, les études de temps et de mouvement qu'il a menées et qui sont supposées être le soubassement donc, de sa science sont pleines d'énormes défaillances méthodologiques. Et donc on retrouve un petit peu, même si lui n'a
pas été jusqu'à perdre tous ces documents, semble-t-il, on retrouve des défaillances méthodologiques béantes, analogues à celles de la Poste. Et j'ajoute que même si la méthodologie était tout à fait rigoureuse, il reste que même un modèle de quantification de la charge de travail qui serait relativement bien fait, qui serait relativement robuste, et dont on conserverait précieusement les documents sans les égarer bêtement dans un déménagement, même ça, de toute façon, ça ne pourrait pas prétendre couper court à la discussion, puisque un modèle ne peut quantifier que ce dont on l'alimente. Il y a forcément des dimensions du travail réel, qui sont extrêmement nombreuses dans le cas du métier de facteur, qui ne pourraient pas être prises en compte par ce modèle. Donc, dans tous les cas, et quand bien même il serait un peu plus rigoureux que ce que Taylor en son temps et la Poste aujourd'hui mettent en œuvre, il y aurait largement matière à débat, à discussion, à délibération avec les premières et les premiers concernés, c'est-à-dire les factrices et les facteurs. Et c'est ce sur quoi je voudrais conclure d'entrer dans la discussion. Alors, d'abord, un préalable, c'est qu'il y a un côté dans ce livre, même s'il se veut contemporain, livre d'histoire, dans le sens où les normes et cadences dont il est question dans ce livre, qui ont présidé à toute les réorganisations que celles et ceux d'entre vous qui sont factrices et facteurs ont connues, sont désormais balayées et ont été remises en cause. Et vont être... alors du coup, la Poste est prête à vous dire que oui, il y avait plein de défaillances méthodologiques avec ces normes-là. Maintenant qu'elles sont plus à l'ordre du jour, on peut bien critiquer, mais à l'époque, c'était pas possible. Et donc, maintenant, ce sont des nouvelles normes et cadences qui sont mises en œuvre. Donc, ce livre, c'est un peu un livre témoignage, un livre bilan de ces 15 années vécues par le service public du courrier. C'est aussi, en même temps, un rappel que cette logique taylorienne est toujours là, puisque les nouvelles normes et cadences que la Poste entend mettre en œuvre, elle ne les discute pas plus avec les salariés, avec les agents, avec leurs représentants syndicaux ou du personnel que les précédents. Mais du coup, la question qui se pose, une fois qu'on a dépouillé, j'espère y avoir réussi dans ce livre, là j'ai été un petit peu trop vite, mais je renvoie à l'argumentation dans le livre qui est plus fouillée. Une fois qu'on a dépouillé la prescription de la charge de travail par la Poste des apparences scientifiques qu'elle entendait lui donner, une fois qu'on a dit il n'y a pas de science et l'organisation du travail se fait forcément à travers des tâtonnements, des hésitations, des arbitrages, la question qui se pose, c'est qui hésite, qui réfléchit et finalement qui arbitre et qui décide. Donc c'est la question du pouvoir dans l'entreprise. Et donc il y a une tentative d'élargissement au-delà du cas des facteurs à la question de qui décide en entreprise. C'est vrai qu'on se satisfait en régime capitaliste, enfin, on se satisfait. On a l'habitude, du moins en régime capitaliste, que dans une entreprise privée, la démocratie n'a pas cours. La démocratie, même représentative, c'est bien pour le champ qu'on appelle politique, en restreignant ça vraiment au champ des institutions. Mais à l'intérieur de l'entreprise, le principe reste celui du despotisme. La direction, accréditée par ses actionnaires, en l'occurrence l'État, mais ça pourrait être d'autres actionnaires, et unique, ayant pour seule légitimité cette accréditation des actionnaires, décide seul et sans les premiers concernés qui réalisent la production. Donc en essayant de dépouiller la prescription de la charge de travail, enfin, les apparences scientifiques de la prescription de la charge de travail de la Poste, c'est aussi ça qui se pose, c'est qui décide et comment élargir l'espace de la décision, comment enfin démocratiser l'entreprise. Ouais, non, merci pour cette présentation. Non, alors moi j'ai pas d'inscrits sur le Zoom pour le moment, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Moi j'ai noté là un certain nombre de questions qui ont été posées par écrit, mais c'est vrai que ça peut être aussi sympa d'échanger à l'oral. Donc ce que je propose là, je vais récapituler les questions qui ont été soulevées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en levant la main ou en vous inscrivant dans le fil de discussion Zoom. Sachant que le lien Zoom y compris a été donné sur le Facebook, voilà, s'il y en a qui veulent parler directement, le mieux c'est de se connecter sur le lien Zoom et demander la parole dans ce cadre-là. Non, sur les questions qui ont été posées là pour le moment, il y a, après ça rejoint justement ta conclusion,
qui était sur les nouvelles normes et cadences validées par la FNOR ont-elles une réelle légitimité. Donc ça reprenait ta conclusion sur les questions démocratiques de qui décide, et y compris deux autres questions sur un peu les incohérences, mais tu l'as dit aussi, hein, mais là vis-à-vis de Géoroute. Une question là qui va être plus syndicale sur que peut-on faire sur le plan juridique, et notamment après une question sur un argumentaire, voir si toi, est-ce que tu l'avais entendu sur c'est pas moi, enfin de la part des responsables de la Poste, sur c'est pas moi, c'est l'ordinateur qui a fait les calculs, et en gros sur la déresponsabilisation, on va dire, de l'encadrement local, pour synthétiser et résumer la remarque et la question. Et moi j'aurais vu que je ne vois qu'il n'y a toujours pas d'inscrit, ma question à moi, sur non mais en gros sur la question du CDD et de la précarité, sur est-ce que tu as senti un rapport différent entre titulaires, fonctionnaires, salariés, CDD, et un peu comment est-ce que tout ça s'agençait, y compris sur les questions de charge de travail. Alors, sur les nouvelles normes et cadences, là, je pense que c'est un nouveau chantier, notamment qui va devoir être instruit notamment à travers les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Vont se reposer les mêmes débats, les mêmes questions, sur quoi tout ça se fonde, sachant que il y a la même, on ne sent pas forcément chez la Poste la volonté d'en débattre ouvertement. En revanche, ce qui est sûr, c'est que elle ne pourra plus ressortir l'excuse un peu burlesque de dire j'ai égaré les documents. On peut espérer que des choses qui ont été faites au cours des 2 dernières années, il y a des serveurs un peu sécurisés à la Poste qui ont permis de les conserver. Donc du moins, on peut espérer que les agents et les représentants du personnel pourront être mieux informés. Pour autant, quelle légitimité ça? J'indiquais tout à l'heure dans ma présentation que on est dans la même logique taylorienne. On a une direction, indépendamment de la qualité méthodologique qui est derrière la conception de ces nouvelles normes des cadences, sur lesquelles là, je ne me prononce pas pour l'instant parce que je pense que ça va être le travail des CHSCT, notamment au cours de l'année 2021. Indépendamment de ça, on est toujours dans la même logique taylorienne où une direction décide à la place des salariés qui n'ont pas d'autre choix que d'exécuter. Alors j'ai l'impression que ces nouvelles normes à cadence sont habillées davantage qu'auparavant d'un joli discours sur la co-construction, sur le fait que ces nouvelles normes et cadences ne sont qu'une aide à la décision, mais que c'est bien sûr aux acteurs locaux, aux directions locales et aux facteurs sur le terrain et à leurs représentants de définir ensemble comment le nombre de tournées qu'on va supprimer et comment vont être découpées les tournées. J'imagine bien que comme auparavant, malheureusement, les choses auront déjà été décidées en amont. D'autant plus que du coup ce taylorisme il est effectivement à 2 étages. C'est-à-dire que les facteurs sur le terrain n'ont pas leur mot à dire sur comment leurs tournées vont être découpées et surtout comment elles sont évaluées. On pourra éventuellement tolérer une direction, on pourra éventuellement tolérer qu'on dise en fait tel bout de rue, il vaudrait mieux le mettre après tel bout de rue. Mais dire ce bout de rue, vous décrivez que ça prend 3 minutes pour le distribuer, ça fait 7 minutes. Ça, je pense que vous aurez toujours une direction en face de vous qui vous dira non, l'ordinateur a dit ça fait 3 minutes et pas 7 minutes, donc il est impossible de changer ça. Et effectivement, la seule chose que pourra dire cette direction locale, bien souvent, c'est l'ordinateur a dit. Mais expliquer comment l'ordinateur a dit, essayer d'en faire autre chose qu'une espèce d'oracle ou de fantôme qui flotte au-dessus de tout ça, comme si un ordinateur pouvait nous dicter notre vie et la manière de bosser, ça s'explique par justement le fait que ce taylorisme est à 2 étages et que même les directions locales ne sont pas formées. Et du coup, j'invite évidemment toutes les directions locales à lire mon livre pour comprendre un peu comment c'est fait, mais ne sont pas formées pour comprendre de quoi est fait l'outil, de quoi est fait le logiciel et l'ordinateur qui le font tourner. Donc il y a une déresponsabilisation, mais dans tous les sens du mot, c'est-à-dire que c'est pas seulement eux qui essayent de se défausser pour esquiver la colère des factrices et des facteurs sur le terrain, c'est leur propre direction qui effectivement ne leur donne pas les moyens d'assumer la responsabilité liée à l'évaluation des tournées parce qu'ils en sont effectivement dépossédés. Et
j'ai eu divers retours. Moi, je l'ai pas forcément, c'est pas un aspect sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé, donc c'est indirect. Mais si on regarde par exemple le reportage d'Envoyé spécial en septembre 2019, on voyait un certain nombre de cadres justement qui étaient en souffrance à force de devoir appliquer des scripts qu'ils savent bien irréalistes et exposant les factrices et les facteurs à des conditions délétères. Donc cette déresponsabilisation, je dis pas qu'elle est source de souffrance pour tout le monde, mais elle les expose aussi éventuellement à des situations difficiles. Après, sur la question de la précarité du rapport des agents en CDD ou en intérim aux autres agents, donc c'est extrêmement variable, je pense, d'un centre à l'autre. Il peut y avoir une intégration plus ou moins grande. Moi, j'ai été dans le centre dans lequel j'ai travaillé et la situation était un petit peu particulière dans le sens où la manière dont la Poste utilise en général la précarité, que ce soit sous la forme de CDD ou intérim, ce qui ne change pas grand-chose. Hein, si c'est un intérim, ça lâche une portion du profit à un intermédiaire qui est l'agence d'intérim, mais sinon le principe est le même. Donc on va dire les précaires de manière générale. La Poste, la manière dont elle l'utilise, c'est qu'à chaque fois qu'un poste de titulaire en CDI ou fonctionnaire va être rendu vacant par une mutation, un départ en retraite ou d'autres raisons, ce poste ne sera pas remplacé par quelqu'un de permanent, il sera remplacé par quelqu'un de précaire. Pourquoi? Parce que la direction est toujours dans la perspective de la réorganisation à venir qui va consister à supprimer à nouveau des tournées et des emplois. Et donc ces précaires ont vocation à disparaître, mais non pas sous la forme d'un licenciement puisqu'ils sont précaires, mais simplement d'une fin de contrat, d'une fin de mission au moment de la réorganisation. Et c'est ce qui permet à la Poste de se vanter, je ne sais pas s'il y a vraiment lieu de se vanter, d'avoir fait disparaître 30 000 emplois de facteurs. On est passé de 100 000 au début du siècle à 70 000 aujourd'hui. 30 000 emplois de facteurs sans procéder à des plans de licenciement collectif, simplement parce que effectivement, à la place, on laisse proliférer la précarité et on ne renouvelle pas des contrats au lieu de licencier des gens qui sont des permanents. Du coup, ma situation était, quand j'explique ça peut vous paraître bizarre que je vous dise j'ai travaillé en CDD dans un centre de distribution au moment d'une réorg, puisque d'après ce que je viens d'expliquer, j'aurais dû disparaître, j'aurais dû être remercié comme les autres précaires au moment de la mise en place de la réorganisation. Je pense, et ça peut-être ça se voit dans d'autres centres de distribution du courrier, je pense que le pari de la direction locale, pour le coup, qui avait peut-être une petite marge de manœuvre là-dessus, était que la réorganisation allait créer un tel bazar qu'il était nécessaire de garder quelques semaines encore des précaires pour remplacer les arrêts maladie inévitables, pour faire des tournées à découvert, pour essayer d'éteindre un petit peu les incendies et les accumulations de courriers à droite à gauche. Et effectivement, ça n'a pas manqué. On s'est même parfois retrouvé dans des conditions assez luxueuses, c'est-à-dire qu'on se retrouvait à 2 précaires pour distribuer une même tournée, et puis du jour au lendemain, on était comme ça trimballé d'une tournée à l'autre, sans jamais être formé, sans avoir de ce qu'on appelle une doublure, c'est-à-dire avoir pu faire avec le titulaire la tournée, donc en reconnaissant le terrain en même temps qu'on distribue, donc avec une productivité nécessairement extrêmement faible, un attachement à la tournée aux usagers également extrêmement faible, puisqu'on change d'un jour à l'autre, et comme seule perspective en même temps, parce que la responsable de production le disait clairement, comme seule perspective le fait d'être remercié une fois que tout ça sera un petit peu aplani, parce que la responsable de production, pour la citer, elle avait la direction financière sur le dos, qui lui disait qu'au bout d'un moment ça allait d'entretenir comme ça des précaires à 2 sur une tournée. Donc, avec aussi peu d'engagement de la Poste vis-à-vis des précaires, autant dire qu'effectivement, les précaires avaient relativement peu d'engagement, de loyauté vis-à-vis de la Poste, et s'est développée progressivement une tricherie qui n'était pas forcément présente au départ chez ces précaires, une tricherie, un dégoût du travail bien fait, un désintérêt vis-à-vis de l'idée de bien faire le travail, qui pouvait se traduire par ce que je disais tout à l'heure, le fait de laisser de côté un certain nombre de rues, mettre des gros tas de courriers sur les batteries plutôt que de distribuer dans les boîtes aux lettres, voire laisser des gros sacs de dépôt à l'intérieur des coffres marrons. Et avec en plus la perspective que la quantification préalable du travail faite par l'organisateur local étant tellement déconnectée du terrain, ne fournissait plus vraiment aucun repère pour savoir qui avait bien bossé ou pas bien bossé. Dans tous les cas,
qu'on essaye de se donner à fond pour écouler le maximum de courrier ou qu'on lambine délibérément, parce que c'est l'avantage aussi du métier de facteur, quand on est en tournée, il n'y a pas un chef derrière pour voir ce qu'on fait, là, c'était plus possible de savoir si on avait fait l'un ou l'autre. Dans tous les cas, quand on rentrait, il y avait des caisses de courrier qui seraient en reste sur la tournée, il y en aura un petit peu plus ou un petit peu moins, mais l'encadrement local n'avait aucun moyen de savoir si on avait bien bossé ou pas. Dans ces conditions, évidemment, vous imaginez que c'est plus confortable de pas trop bien bosser, d'autant que, justement, étant précaire, étant en train d'aller d'une tournée à l'autre, on n'est pas tellement rattaché par une loyauté vis-à-vis des usagers. Qui tient un titulaire de tournée, c'est le fait qu'il connaît ses usagers, qu'il les connaît depuis longtemps, et que, indépendamment des conditions que la Poste lui fait, il tente malgré tout d'essayer de distribuer le courrier, qu'il a un sens de la qualité de service, comme on dit, à apporter à ses usagers, qui se perd forcément chez les précaires vu la manière dont on les traite encore plus durement. Et ça peut conduire à un regard des approbateurs, justement des titulaires, des permanents, des gens qui sont en CDI ou qui sont fonctionnaires, qui ont l'impression que du coup les jeunes, puisque les précaires sont plutôt plus jeunes que les permanents, que les jeunes travaillent mal. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la question, c'est peut-être pas tant celle de la jeunesse que celle du statut et de la place qu'on leur fait dans l'organisation. Ok, le temps que Nicolas reprenne un peu son souffle, il y avait 2 inscrits que je propose de faire passer là, y compris un certain nombre de questions qui continuent de remonter. Donc ce que je propose, c'est Brément et JP. Donc je ne sais pas dans quel ordre, si un de vous deux... et on va vraiment se limiter à 2 minutes pour les questions interventions, qu'on puisse un peu interagir comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si JP ou Brément, un des deux, est dispo. Oui, moi je veux bien. Je ne pas sur mon temps. Vas-y, ouais, vas-y. C'est bon, vas-y. Vas-y, bon Brément. Ouais. Donc c'est Patrick, je suis de Lannion en Bretagne. J'étais cet après-midi en réunion avec le directeur. Ils veulent supprimer 3 tournées. C'est 3 tournées qui étaient prévues, qui devaient supprimer juste avant le Covid. Il faut savoir que depuis le Covid, il y a une réorganisation latente partout en France. On distribue le courrier 5 jours sur 6, sur 7, au lieu de 6 jours sur 7. Le samedi, on fait 2 tournées, mais on ne fait plus de courrier, on fait que des paquets. Donc, on a bien expliqué au directeur que la réorganisation qui était prévue avant le Covid, qu'il veut remettre en place maintenant, elle a eu lieu, vu qu'il a supprimé 3 tournées en changeant l'organisation. Comme on n'a plus d'RTT le samedi, il n'y a plus besoin de remplaçants pour nous remplacer, donc ça supprime des emplois. On a compté 3 ou 4 emplois. Donc, tous les collègues sont contre la réorganisation. Par contre, on n'arrive pas à faire bouger le personnel, mais ça, c'est pas nouveau. Ça va peut-être venir, mais bon, la réorganisation est prévue dans 2 semaines, donc ça va être un peu chaud. On a fait une pétition, on a fait un texte qu'on a envoyé au directeur de la DEX, la direction régionale de Bretagne, à l'inspection du travail, à notre directeur. Et cet après-midi, on a eu la surprise de savoir que sur les 3 tournées prévues en suppression, il n'y en a plus que 2. Il y a une tournée paquet qui était prévue d'être supprimée, qui n'est plus supprimée. Donc sans faire grève, juste avec une pétition, on a réussi à empêcher la suppression d'une tournée sur 3. Donc après, le problème, c'est la division du personnel. Il y a des fonctionnaires, il y a des contractuels, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a ceux qui sont près du départ en retraite, qui ont plus qu'1 an, 2 ans. Il y en a plein qui se barrent à 56 ans, 57 ans. Dès qu'ils peuvent se barrer, ils se barrent, même avec 1 000 €. Donc c'est un truc ça devient n'importe quoi. Les jeunes ont moins de 1 000 €, 1 000 €, et ils sont pas augmentés du tout. Il n'y a plus d'augmentation de salaire. Le 13e mois, on n'a pas la poste. Très peu le savent. Moi, à bout de 35 ans de poste, je gagne 1 600 €. Donc c'est honteux. Je suis en haut de mon indice, je ne monterai plus jamais, quoi. Ouais, si tu peux essayer de conclure là dans les 30 secondes qui viennent, comme ça il y aura un maximum de personnes qui pourront intervenir. Vas-y. Donc conclure, c'est des réorganisations, j'en connais depuis que je suis à la Poste, on essaie de se battre contre, mais là la Poste va encore beaucoup plus vite. Là, par exemple chez nous, c'est 6 suppressions d'emplois en 1 an, quoi. Voilà. On espère bouger, mais c'est compliqué. Merci JP, et après je récapitulerai les questions qui sont arrivées par écrit. Vas-y JP. Oui, merci à tout le monde. Alors, JP, c'est Jean-Paul. Donc, en fait, non, mais une remarque et une piste de travail. La remarque, c'est que ce que dit Nicolas, mais bon, vous le savez tous,
Moi, ça me renvoie beaucoup. On a eu de la chance de travailler avec les camarades de la CGT dans les chambres d'hôtel. En fait, ils sont confrontés au même problème. On leur dit, voilà, pour nettoyer la douche, c'est X secondes ou X minutes. Le lavabo, c'est comme ça. Et voilà, refaire le lit, ça prend tant de temps. Bon, je vous renvoie notamment au bouquin de Florence Aubenas sur lequel Ouistreham, sur en gros les normes et les cadences qui étaient comment dire, préfabriquées dans les grands navires, dans les grands paquebots pour les touristes. C'est un peu le même problème qu'on a aujourd'hui, c'est comment on démonte ce truc collectivement. Moi, j'ai une piste, c'est qu'en fait, je pense que dans les CHSCT, mais ça peut se discuter dans les syndicats départementaux et dans toutes les équipes syndicales, c'est qu'en fait, le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, quand vous faites une expertise auprès d'un CHSCT, il y a des éléments, on va dire, entre guillemets, scientifiques, mathématiques qui ressortent, mais vous avez une vraie difficulté à globaliser la question qui est au départ individuelle, c'est on est en train de m'arnaquer sur ma tournée et comment je rends la question plus collective. Je lance une piste comme ça qui a un gros boulot, mais je pense qu'un CHSCT peut s'attribuer ce type d'expertise sans faire appel à un cabinet indépendant, c'est dire nous, on va faire les accompagnateurs, nous militants et nous représentants du personnel, on va aller accompagner nos collègues et on va prouver par A plus B que ce n'est pas 35 heures ou 32 heures ou 33 heures, mais c'est 38, 39, parce que vous n'avez pas tenu compte de ce que dit Nicolas, la configuration géographique, le sens interdit, les 3 commerces qui sont au fond de l'impasse et dont vous dites qu'on peut y aller en vélo, mais le code de la route l'interdit, etc., etc. Voilà. Tout le monde connaît les arnaques, mais je pense qu'on pourrait peut-être franchir un cap collectif en essayant de collectiviser ces espèces d'arnaques à partir d'un suivi individuel de tournée, même si j'ai bien conscience que c'est un très gros travail, mais je pense que c'est un truc qu'on devrait s'approprier collectivement. Voilà, c'est tout. Ok, JP ou Jean-Paul. Non, mais avant de repasser la parole à 2-3 questions qui étaient arrivées par écrit. Alors, il y avait pas mal de questions autour de l'obligation de sécurité. Des collègues là qui doutaient, y compris sur en vrai est-ce que la Poste utilise vraiment ou pas ces logiciels et est-ce que c'est toujours le même, enfin voilà, sur un peu cette interrogation là. Et après une remarque un peu sur ce qui a été des camarades là qui ont dû en discuter avec leur directeur et qui disaient de toute manière l'auteur est militant donc il est partial et en fait enfin voilà un peu sur après ça correspond peut-être aux échanges que tu as pu voir avec la radio publique sur la difficulté de discuter avec nos chers patrons, mais voilà une question sur le côté militant de l'auteur et donc sa partialité. Et donc je propose soit Eddy ou Nico, je sais pas dans quel ordre, au moins sur les Non, mais moi, juste sur à la fois la question du juridique, qui est en fait qui est une question pas simple, et malheureusement, le juridique ne permet pas de répondre à tout. Et en plus, la Poste, c'est pour ça qu'ils ont mis en place des nouvelles normes et cadences, en réalité. C'est parce qu'ils prenaient des claques sur claques au juridique, que l'argument, on a paumé les trucs dans le déménagement, les juges appréciaient pas forcément de manière positive, on peut s'en douter, et que là, en fait, en faisant encore plus d'hytélorisme qu'avant, en se basant sur une micro-partialisation des tâches, ils ont la prétention de dire, voilà, nous maintenant, les fameux trucs perdus en 94, on les a reconstitués. Et c'est vrai que devant la justice, ça risque d'être plus compliqué, c'est des choses qui doivent être discutées, y compris d'un point de vue de CHSCT, mais je ferais bien avec ce que disait le copain, même le camarade de Lannion, sur les -3 tournées, en disant c'est compliqué, les grèves et tout, mais en même temps, une pétition, sur un tiers des tournées en moins qui passe à l'as. C'est-à-dire que sauver une tournée sur 3 avec une pétition, moi je suis presque étonné en réalité. Ça veut dire que si la Poste a lâché avec ça, c'est qu'il y a quelques craintes. Et peut-être qu'elle a raison d'avoir quelques craintes, parce qu'en réalité, ils font un pari là. 1000 réorganisations à la distribution en un an, ça fait une concentration énorme en fait de réorganisation. Et vous avez, nous les remontées qu'on a à la Fédération Sud PTT, de nos syndicats, c'est qu'au mois de avril, au mois de juin, au mois de septembre, il va y avoir de plus en plus des grosses masses de réorganisation en même temps, ce que la Poste avait évité de peur que les luttes se généralisent. Donc là, il y a une piste, c'est évident. Et en réalité, il y a déjà des choses qui se passent. C'est compliqué l'unité syndicale, et voilà pour dire du mal de nos amis, mais c'est compliqué au niveau national. Par contre, on note aussi qu'au niveau local, il y a des intersyndicales qui se montent. Je peux citer un exemple, les Hauts-de-Seine, CGT, Sud et FO, avec une grève unitaire le 16 mars.
Le 16 mars aussi, en perspective, une grève unitaire qui se discute dans le centre de tri, ou la PIC comme on dit maintenant, de Nantes, avec les mêmes forces syndicales, des discussions dans le Loiret autour du 20 mars. Voilà, on sent qu'il y a une température et que voilà, on a des perspectives. Et juste, je finirai par une question vite fait, c'est sur la question du terrorisme et du lean management dans la Poste se glorifie depuis des années, mais qu'on commence à voir en place avec des équipes autonomes comme ça existe à Michelin ou Peugeot. C'est à un moment, c'est ce que Nicolas, tu penses qu'on peut à un moment utiliser ça en faisant un peu du judo avec ce poste pour essayer, nous, en tant que militants, de susciter le débat démocratique que la Poste refuse entre collègues. Alors, je vais peut-être tout de suite répondre à l'idée que je serais un auteur militant et partial, alors que je suis tout à fait neutre et j'ai un bac +12 en objectivité. Non, bien sûr, je déconne, je suis complètement militant et partial, mais je pense que la question n'est vraiment pas là et que c'est tout à fait un faux débat. Donc je peux dire tout de suite de quoi je suis militant et de quel point de vue je pars. C'est que je pense que c'est mieux d'améliorer les conditions de travail des salariés en général, même si je peux entendre des arguments qui s'y opposent, et à ce moment-là on en discute. Et d'autre part, je trouve que la démocratie c'est mieux que le despotisme. C'est un point de vue qui est relativement modéré, mais du coup c'est vrai que dès lors qu'on l'applique à une institution qui ne répond pas à ces principes-là, comme l'est une entreprise, comme l'est la Poste en particulier, ça fait tout de suite un peu subversif. Donc je parle depuis un point de vue, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, depuis ce point de vue, je pense, aiguillonné par un certain nombre de factrices et de facteurs que j'ai rencontrés, avoir construit un certain nombre d'arguments. Et la question, c'est justement comment on débat sur ces arguments depuis des points de vue qui sont effectivement différents. La Poste, la direction de la Poste, si jamais elle avait voulu débattre, elle aurait aussi été militante et partiale. Elle, depuis son point de vue, qui est dans son discours de sauver la Poste, en tout cas en tant que société anonyme, d'essayer de fabriquer du profit et de défendre un certain nombre d'arguments. Et elle a des arguments, il y a moyen de faire. Il y aurait des choses à discuter. Ça ne veut pas dire qu'on serait d'accord. Et c'est pas parce que la Poste est militante et partielle qu'elle n'a pas éventuellement des arguments. Donc l'enjeu, ce serait justement d'avoir des arguments. Je pense que personne n'est neutre et impartial, et donc il y a à se méfier des gens qui se présentent comme ça. On écrit, on réfléchit, on travaille et on fabrique de la science, notamment de la science sociale, mais pas que, toujours depuis un point de vue. Donc moi, je n'essaye pas de dire que mon point de départ est neutre. En revanche, je pense, en tout cas ce que je défendrais, c'est que j'ai réussi à objectiver un certain nombre de choses. Je suis allé, par exemple, déterrer des archives qui n'intéressaient plus personne, notamment à la Poste. Et très immodestement, je pense que les directions locales et même à la direction nationale, ils peuvent apprendre des trucs en lisant mon livre. Je ne suis pas sûr que ça nous mette d'accord à la fin, mais il y a quand même un petit noyau qui résiste justement au fait d'être attribué, d'être assigné à un camp ou à un autre. Alors par rapport à ce que disait le premier intervenant qui évoquait toutes les réorganisations pendant le Covid, donc moi je précise quand même que je parle d'un temps d'avant Covid, qui paraît déjà très lointain, mais j'ai fait mon enquête juste avant, mais que ce qui se joue dans ces réorganisations du samedi, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, il n'y a plus que grosso modo la moitié des facteurs le samedi, dans beaucoup d'endroits. Les facteurs du coup et factrices ne travaillent plus qu'un samedi sur deux, ce qui peut rejoindre d'ailleurs des organisations qui existaient il y a fort longtemps à la Poste, avec du coup une distribution partielle du courrier. On ne distribue que les choses les plus urgentes, considérées comme les plus urgentes par la Poste, et le reste du coup est renvoyé soit à la veille, le vendredi, soit au lundi, à la semaine suivante. Et ce qui a été présenté comme une organisation transitoire est évidemment en train d'être inscrit dans le dur. C'est pas le propre de la Poste d'avoir profité du Covid pour faire des restructurations qui étaient dans les cartons depuis un certain temps, mais ça s'est passé à la Poste comme dans d'autres endroits. L'objectif étant d'avoir moins de déplacements, moins de sortants les samedis, ce qui permet de faire des économies. Puisque si on revient à les contradictions économiques que j'évoquais tout à l'heure, la difficulté de la Poste, c'est que le nombre d'objets diminue, mais il y a toujours des coûts fixes. Et dans les coûts fixes, il y a le déplacement du facteur sur sa tournée. Il doit parcourir l'ensemble de sa tournée, quel que soit le volume de courrier. Et donc cette durée-là, elle est à peu près incompressible. Donc en réduisant les déplacements le samedi, on fait des économies là-dessus.
Et ça rejoint aussi quelque chose qui est en train de se généraliser, cette volonté de faire des économies sur les déplacements, ça rejoint quelque chose, une forme d'organisation qui est en train de se généraliser, c'est la séparation entre le tri et la distribution, entre les travaux intérieurs et les travaux extérieurs. Donc c'était le cas dans la réorganisation que moi j'ai vécue, mais c'est le cas dans tout un tas de réorganisations. On va spécialiser des facteurs dans le tri, ils vont passer toute leur journée à faire du tri sur leur casier. Alors certes, ça leur épargne les intempéries, mais bonjour les troubles musculo-squelettiques au niveau des membres supérieurs, pendant que d'autres vont être dédiés à la distribution du courrier toute la journée. Donc au lieu de passer 3-4 heures par jour dehors, ça va être du 7 heures dehors. L'objectif derrière pour la Poste, il est d'économiser sur les déplacements. Au lieu d'envoyer 2 facteurs dehors, il n'y en a qu'un seul qui va distribuer sur 2 tournées. Donc là encore, on va réduire ces coûts qui sont plutôt des coûts fixes, puisque ça ne dépend pas du volume de courrier. Et ce qui est assez extraordinaire quand la Poste fait ça, c'est la manière, encore une fois, toute taylorienne qu'elle a de réfléchir, de penser les gestes du facteur comme des entités indépendantes et qui, au fond, ne nécessitent aucune réflexion, puisque ce sont exactement les mêmes normes et cadences qui s'appliquent pour le distributeur dont la tournée a été triée par quelqu'un d'autre que pour le facteur classique qui a trié sa tournée. Alors que ces normes et cadences, elles ont été faites à partir de facteurs qui triaient leur tournée, des facteurs qui ont eu l'occasion, pendant le tri, de repérer un petit peu qui va recevoir du courrier, à quel endroit on va s'arrêter, qui permet déjà d'organiser mentalement sa tournée. Mais non, pour la Poste, le facteur ne réfléchit pas, il ne fait que distribuer mécaniquement son courrier. Donc il n'y a aucune différence entre le fait d'avoir trié son propre courrier ou le fait que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Au fond, la composition d'une tournée et des durées qui vont avec, c'est juste un jeu de Tetris où on met des petits cubes les uns à côté des autres. L'intervenant aussi qui parlait là qui disait dans les chambres d'hôtel, c'est le même problème. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'évoque dans le livre. C'est aussi la question dans le secteur de la distribution des prospectus, où on a affaire à une pré-quantification, ce qu'on appelle une pré-quantification de la charge de travail, où effectivement, on va dire, alors c'est beaucoup plus rustre et rudimentaire dans la distribution de prospectus ou dans l'hôtellerie, puisque le patron va dire il faut faire 3 chambres et demie en 1 heure. Donc, avec 3 chambres en 1 heure, ça va être plus facile pour faire la division, mais en fait, c'est plus dans la réalité. Donc, si tu as fait 15 chambres, eh ben, c'est que tu as travaillé 5 heures, on va te payer 5 heures. Et si la femme de chambre avait en fait travaillé 7 ou 8 heures, eh ben, les 2 ou 3 heures supplémentaires, c'est pour sa pomme, elles ne seront pas payées. Donc ça c'est extrêmement courant, c'est parfaitement illégal. Dans le secteur de la distribution du prospectus, je vous invite à regarder le petit film qui est disponible sur Internet de Nina Faure qui s'appelle Dans la boîte, qui est d'une part extrêmement drôle, d'autre part extrêmement instructif, qui montre comment le ministère du Travail avait tenté de légaliser ça en 2012, de dire, au fond, cette préquantification, elle vaut évaluation du temps de travail effectif. Et si le distributeur de prospectus a fait 1500 prospectus dans la journée alors qu'on a dit que c'était 300 par heure, et ben au fond il a travaillé 5 heures, peu importe qu'il ait travaillé 7 ou 8 heures supplémentaires. Mais ça a été, pour le coup, c'est tombé devant le Conseil d'État, donc ça n'est toujours pas légal. La particularité, c'est que à la Poste, là moi je vous parle on parlait des femmes de chambre ou des distributeurs de prospectus, ce sont des salariés de droit privé. Historiquement, à la Poste, on avait affaire à des fonctionnaires dont le temps de travail n'est pas encadré de la même manière et pas aussi strict. Ça peut faire bizarre d'entendre que c'est plus strict dans le privé que dans le public, mais c'est pas encadré de manière aussi stricte pour les fonctionnaires. Et donc on pouvait avoir cette espèce d'arrangement qui était le fini parti, où on part avant l'heure de fin de service quand on a fini d'écouler tout son courrier, mais aussi où on part après l'heure quand on a plus de courrier que d'habitude, les deux étant supposés se compenser, et en tout cas on n'a pas d'heure sup payée quand on part après l'heure. Alors quand on écoute la Cour des comptes, ça veut dire que tous les factrices et facteurs sont des feignants et qu'ils partent évidemment avant l'heure, mais c'est parce qu'elle utilise justement cette contrepartie qui est qu'on peut partir après l'heure sans être rémunéré. À présent que la Poste a choisi, et les réformateurs de la Poste ont choisi d'avoir des salariés, et il y a de moins en moins de fonctionnaires et ils sont voués à disparaître, du coup ça ne fonctionne plus de la même manière et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont vu apparaître des inspections du travail dans leur centre de distribution qui posent des questions un peu embarrassantes pour la Poste, comme est-ce que vous êtes sûr que les gens sont en horaire collectif, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des pointages, etc. Et on voit même des amendes administratives de plusieurs dizaines de milliers d'euros tomber sur des directions de la Poste parce que justement elles ne sont pas encore bien acclimatées à ces nouvelles institutions du travail salarié de droit privé.
Alors par rapport à la question, ah oui, peut-être, parce que je crois que quelqu'un voulait faire le parallèle avec le réseau. Au réseau aussi, on va avoir un cadencement ultra précis au centième de centiminute. Et on va avoir des micro-tâches qui vont être évaluées comme ça à des pouillènes de centiminutes et qui vont être additionnées les unes aux autres pour soi-disant dire que faire un Western Union, ça prend 4 minutes, ou remettre un mandat, ou remettre des billets de banque, ça prend tant de centiminutes. Donc tout ça s'additionnant, c'est à partir de ça que la direction, là aussi, évalue les effectifs qui seraient nécessaires. La différence, c'est que les horaires d'ouverture du bureau, du guichet, sont assez fixes, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, c'est fini. Donc si ces temps sont irréalistes, et ils le sont, je pense, dans un certain nombre de cas, si ces temps sont irréalistes, ça se répercute sur de la file d'attente, sur de la mauvaise qualité vis-à-vis des clients, sur le fait d'être stressé en tant qu'agent, parce qu'on a effectivement des clients qui sont énervés par la file d'attente ou le fait de ne pas pouvoir être servi, mais ça n'a pas un impact direct sur la durée du travail. Tandis que pour le facteur, il y a quand même cet objectif traditionnel, alors que la Poste est peut-être rend peut-être un peu moins rigide aujourd'hui, mais cet objectif traditionnel qui est aussi un peu l'honneur des factrices et des facteurs, d'essayer d'écouler tout le courrier du jour chaque jour. Et donc du coup, lorsque les normes et cadences sont irréalistes, quand les prescriptions de durée ne correspondent pas à la réalité, eh bien ça se traduit par des dépassements horaires. Par rapport à la question du logiciel, le logiciel utilisé en tant que tel a changé il y a environ 4-5 ans. C'est un logiciel désormais cartographique et auparavant c'était un logiciel assez courant qu'on appelle Excel. Mais la logique en fait ne change pas. Et la question c'est qu'est-ce qu'on met dans le logiciel parce que le logiciel qui est utilisé actuellement, qui s'appelle GeoRoute, l'éditeur du logiciel se vante sur son site que la Poste suisse, la Poste belge, d'autres postes, la Poste allemande peut-être, je ne sais plus, canadienne, ça c'est sûr, l'utilisent également. Après la question c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Par exemple, d'après ce que je sais de la part de syndicalistes belges, c'est qu'en Belgique, on a dans le logiciel 2 minutes consacrées à la relation, 2 minutes quotidiennes consacrées à la relation avec les usagers. On peut dire que c'est pas grand-chose, on peut dire que c'est pas réaliste, mais c'est toujours 2 minutes de plus que ce que la Poste française attribue à ses factrices et facteurs, puisque les quelques paroles que vous pourriez échanger avec des usagers, c'est considéré comme du temps parasite. Je cite la Poste en disant parasite. Donc là, le logiciel change ou change pas suivant les périodes. Là, avec les nouvelles normes et cadences, le logiciel, lui, ne change pas. C'est les normes et cadences, donc c'est les paramètres dont on alimente le logiciel qui changent. Mais la question, c'est juste, la Poste française a bien la main sur ce qu'elle met dans son logiciel et les paramètres dont elle l'alimente. Et il y avait une question, si j'en oublie pas, j'espère, c'est sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire jouer juridiquement pour éventuellement mettre en déroute, empêcher des réorganisations sur le plan judiciaire. Ce qui serait le plus satisfaisant, puisque au fond c'est de ça dont il est question, c'est de faire jouer l'obligation de l'employeur vis-à-vis de la sécurité de ses agents, vis-à-vis de la prévention des risques professionnels. Il n'est pas impossible, d'un point de vue d'un raisonnement juridique pur, de réussir à faire invalider une réorganisation en prouvant qu'elle est particulièrement délétère pour les conditions de travail des factrices et des facteurs. Il reste que dans la pratique, ça s'est relativement peu vérifié. Alors là, il faudrait peut-être une sociologie des juges que je n'ai pas faite pour essayer de comprendre pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que du coup, des combats judiciaires sans combats autres, des combats culturels, des combats politiques à travers des pétitions, des combats sociaux à travers des grèves, etc., ont peu de chances d'aboutir. Je pense que c'est un rapport de force plus global et émanant de différents, utilisant différents outils, différents points d'appui, qui peut amener éventuellement la stratégie judiciaire à être efficace. Et du coup, il reste la question du lean management, puisque un certain nombre d'organisations syndicales, dont une qui est représentée ici, ont pu accuser la Poste au cours des 10-15 dernières années de mettre en œuvre du lean management, ce
qui est une espèce aussi d'effet miroir de ce que la Poste elle-même mettait en avant, puisqu'elle avait, fut un temps, un projet qu'elle nommait Élan, donc c'était à peu près transparent, vu que c'est l'acronyme de Lean. Il n'est pas évident, d'une part, de définir ce qu'on appelle le Lean Management, puisque si on le traduit littéralement, c'est le management maigre, donc c'est le fait de faire des économies partout, tout le temps, là où on peut. Donc au fond, du point de vue de l'organisation du travail, ça ne fait que reproduire et prolonger le taylorisme. C'est pour ça que moi j'ai préféré ancrer l'analyse de ce qui se passe à la Poste au taylorisme plutôt qu'au lean management, même si ça peut sembler plus moderne. Moi je voulais plutôt mettre l'accent sur le côté au fond assez traditionnel et archaïque de ce mode d'organisation. Après, si on le prend dans un sens plus large, le lean management, ça peut aussi, c'est à la fois cet objectif d'économie, mais c'est en même temps, dans son versant positif présenté par certains courants, certaines littératures du management, le fait de davantage faire participer les salariés, les ouvriers eux-mêmes à l'organisation de la production, au moins au niveau de petites équipes. Et de mon point de vue, c'était pas du tout présent à la Poste jusque-là, mais si effectivement se précise la perspective d'équipe autonome de production, où au fond disparaîtrait la notion de titulaire de tournée, et ce serait des équipes de quelques factrices et facteurs qui auraient à se débrouiller par elles-mêmes et par eux-mêmes de la distribution du courrier sur une zone déterminée, ça pourrait ressembler un peu à ça. À mon avis, cette participation des facteurs à l'organisation de la production ou à leur propre exploitation, selon le point de vue qu'on prend, elle serait de toute façon extrêmement encadrée et restreinte par le fait que le périmètre qui leur serait assigné serait déterminé en amont de toute façon par la méthode taylorienne d'évaluation de la charge de travail dont on parle depuis tout à l'heure. Donc c'est au fond apprendre à autogérer la pénurie mais n'avoir aucune main sur l'organisation de cette pénurie. Ok, il y a 2 inscrits, Joe et Marie, et un certain nombre de questions qui sont remontées. Donc il est 7h20, ça fait 1h20, donc je propose, voilà, s'il y en a qui veulent s'inscrire, c'est vraiment maintenant qu'on puisse refaire encore une série de questions, une série de réponses. Après, je pense qu'il y aura une petite conclusion. Donc, Joe. Oui, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, vas-y. Oui, donc bonjour, tu es sociologue et là, juste pour le temps de ma question, sortir un peu des chiffres. Le facteur depuis j'allais dire des siècles, pour reprendre les arguments de Val, avait une forme de place valorisée dans la société, hein, et un peu l'image d'Épinal. Il était repéré par les usagers, il y avait une image un peu valorisante du facteur et de son rôle social. Et tu as d'ailleurs un peu répondu à la question que je vais poser quelque part, presque à chacune de tes phrases. C'est-à-dire que nous, on découvre, il se trouve que je suis militant CGT, que je sais dans CHSCT et je suis facteur, et on ne découvre pas, mais il est de plus en plus évident qu'il y a une souffrance au travail qui est liée à la perte de sens et à la perte de ces repères que tu as évoqués avec le travail mal fait, etc. Et je voudrais savoir, toi, avec le recul que tu as, puisque ce n'est pas ton métier facteur, etc., est-ce que toi, tu as ce ressenti, quel ressenti tu as par rapport à la souffrance au travail et par rapport au sens du travail maintenant à la Poste, même si tu n'as pas de comparaison avec il y a 10 ans ou 15 ans. Mais donc, vu le bac plus 12 en objectivité que tu as, je pense que tu peux répondre en partie à cette question. Merci à toi. Marie. Ouais, ça va rejoindre un petit peu la question finalement qui a été posée par le collègue juste avant. Comme tu as été en immersion dans des services pendant un certain temps, je pense que ça t'a permis de voir aussi un petit peu l'état d'esprit des collègues qui ont bossé avec toi pendant cette période. Et moi, la question que je voulais te poser, c'est à ton avis, comment on peut arriver à convaincre finalement que les collègues, que ces outils de calcul, alors que ce soit les anciens, les nouveaux, que ce soit du Excel ou du GeoRoute ou autre, que finalement, c'est pas une fin en soi et que même si la boîte nous oppose systématiquement ce truc-là comme un peu l'alpha et l'oméga de la construction des tournées et l'organisation du travail, c'est comment on peut convaincre les collègues que on peut en gros se rebeller contre ce truc-là parce qu'on les sent quand même assez résignés globalement.
Et puis, il y a une question un petit peu plus générale, c'est comment tu vois, toi, l'avenir de cette boîte, l'avenir de la Poste, l'avenir du métier de factrice et de facteur. Et une petite dernière question, mais plutôt sous forme de blague, on va dire. Je voulais savoir si tu avais un ou une collègue sociologue qui n'était pas encore cramé à la Poste et qui voudrait écrire un bouquin sur le cachet du réseau des bureaux de poste. Voilà. Ouais, avant que j'ai raté des inscrits, mais non, il n'y a plus d'inscrits, donc je propose, là j'ai listé 3-4 dernières questions, que Nicolas puisse répondre, et après qu'Eddy fasse une petite conclusion. Non, mais les questions, comme ça, y compris, ça a déjà été un peu abordé en filigrane, mais il y avait une question, donc pour un ouvrier, bosser plus vite pour partir plus tôt, c'est un piège. Nous, les facteurs, on est tombé dans le piège du fini parti. Bon, ça, je pense, c'est des problématiques où en un mois, ça peut être confronté assez rapidement à cette question-là. Après, évidemment, il y avait la question des îlots, et notamment sur le changement de métier, avec, de fait, c'est des logiciels qui avaient été calculés pour une certaine partie, et de fait, là, la Poste est quand même en train de remettre en cause l'ensemble du métier. Une question, alors on va dire purement syndicale, pour les camarades, sur à partir de quelle heure la méridienne devient obligatoire. Une autre question sur le format Poste, et moi j'ai ma dernière question, c'est sur quand même la place de plus en plus importante des colis dans la question de la distribution, et un peu voilà l'évolution sur cette question-là en termes de calcul de temps de travail et de charge de travail, sachant qu'au colis pur, il n'y a pas toute cette préquantification de la charge de travail, et qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de colis qui arrivent dans les différents centres. Donc sur Facebook aussi, il y a une autre question qui est arrivée, donc c'est une demande de faire un point sur les évolutions du métier de facteur, notamment facteur guichetier, et des nouveaux services comme veiller sur mes parents. Voilà. Ok, je propose que Nicolas puisse répondre avec une petite conclusion pour lui, et il complétera. Alors je vais lancer un appel pour avoir un ou une sociologue pas cramée. Je peux quand même signaler justement qu'il y a un livre qui s'appelle Le sens du travail, et comme le titre ne le dit pas, c'est de Fabienne, elle a une sociologue qui s'appelle Fabienne Annick, et ça porte justement sur les transformations des guichets, mais il y a déjà pratiquement 15 ans ou presque 20 ans, mais disons que c'était au moment justement un peu crucial où les guichets se séparaient des facteurs. Et ça décrit un petit peu les transformations du sens du travail de manière assez fine à cette période-là, mais je pense que beaucoup de choses ont changé depuis, mais c'est déjà un premier point d'appui. Alors ensuite, dans quel ordre je le prends, je ne sais pas exactement. Peut-être sur le facteur guichet, j'aurais pas grand-chose à dire, parce que j'ai jamais rencontré personne qui a occupé cette position, donc je ne sais pas quelle ampleur ça prend. Je ne saurais pas exactement dire ce que ça change sur le métier. Sur la place de plus en plus importante des colis, donc là c'est pareil, le prisme et le biais de mon enquête qui était dans une zone urbaine où les colis étaient distribués par ailleurs par des agences colis-post, fait que c'est pas ce que je maîtrise le mieux, mais effectivement dans toutes les tournées rurales ou périurbaines faites en voiture, on a là un ciseau des courbes très clair entre certes une baisse du courrier ordinaire, mais une augmentation très forte du colis qui pose des problèmes même de contenance des utilitaires qui sont utilisés pour distribuer le courrier. Et ça représente une charge de travail de plus en plus importante, et qui, contrairement à ce qu'on voit au colis pur, comme tu disais, est bien pré-quantifié. Alors d'une manière qui n'est pas moins opaque que pour le reste, mais il y a bien une pré-quantification qui ne fait encore une fois que de considérer les colis de manière additive, en disant à chaque fois qu'il y a un colis supplémentaire, on va rajouter les quelques secondes attribuées au colis supplémentaire. Le fait que d'avoir 50 colis dans son utilitaire, c'est pas la même chose que 10, ça peut pas être simplement multiplié par 5 parce qu'il y a une charge de travail supplémentaire pour trier, pour rechercher ses colis par exemple dans son utilitaire. Ça n'est pas pris en compte. Mais je pense qu'il faudrait plus d'enquêtes sur les agences
colis poste. Je sais d'ailleurs que ça avait été mené par des sociologues qui avaient reçu un financement de la Poste en l'occurrence, mais je crois que l'enquête qui avait été faite avait l'air intéressante. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elle ait été publiée, mais pour comparer un petit peu ce fonctionnement des agences colis poste à ce qui se fait dans les centres de distribution du courrier, puisque d'après les échos que j'en ai, là vraiment c'est vraiment pas de la première main, mais dans les agences colis, on a vraiment affaire à un modèle de sous-traitance et de flexibilité exacerbée, donc avec 75 à 80, en tout cas en région parisienne, de 75 à 80% de salariés sous-traitants, qui sont eux-mêmes éventuellement sous-traitants ou auto-entrepreneurs ou intérimaires, qui peuvent être remerciés du jour au lendemain, et où la discipline passe moins par des instruments idéologiques sophistiqués comme le diagnostic de la tournée, l'idée qu'elle ferait 4h12 et que donc il faut rajouter du temps, etc. Mais ça plus brutalement et plus directement par la discipline de la fin et le fait que si tu distribues pas les courriers du jour qui te sont assignés ce jour-là sur le périmètre qu'on t'a donné ce jour-là, eh bien on pourrait ne pas te rappeler le lendemain. Avec dès lors qu'on c'est une situation pour les salariés qui est clairement encore moins favorable que ce qu'on peut observer du côté des factrices et des facteurs. C'est aussi une prise de risque de la part de la Poste, parce que moins on s'engage vis-à-vis des salariés, ce que je disais tout à l'heure, moins ils s'engagent vis-à-vis de leur employeur, moins ils ont un sentiment de loyauté vis-à-vis de leur entreprise ou vis-à-vis de leurs usagers, et donc c'est prendre un gros risque aussi sur la qualité de service. Ce sur quoi je n'ai pas insisté, c'est l'augmentation très forte des réclamations auxquelles la Poste fait face, alors que parallèlement la production est supposément en train de diminuer puisque les volumes diminuent. Donc c'est un risque important, malgré tout, y compris pour la Poste, de développer la précarité à ce point-là. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas tenter de le faire à la distribution du courrier, parce qu'il y a des économies tout à fait substantielles à faire en précarisant encore plus les gens, mais c'est aussi une prise de risque à un moment donné, et c'est l'un des autres paradoxes, et je pense que c'est l'un des tâtonnements actuels de la direction de la Poste, à un moment donné où le seul relais de croissance qu'elle arrive à envisager à côté des colis, c'est les nouveaux services. Et les nouveaux services ne se reposent pas particulièrement sur des compétences ou des savoir-faire qu'auraient les facteurs, mais ça se base sur le fait que le facteur peut proposer des services de proximité et sur le fait qu'il inspire de la confiance au public par rapport à tous les types de démarcheurs qu'on peut avoir qui viennent frapper à la maison ou aux gens qui viennent essayer de nous vendre des contrats d'énergie à la place d'EDF. Ceux-là, on voit tout de suite que c'est des escrocs. Les facteurs, non. On n'y croit pas. Et donc la Poste parie sur cette bonne image du facteur, sur la confiance que lui accorde le public, au moment où elle fait tout pour dégrader cette confiance du public dans le facteur, parce que justement elle veut casser le principe de la tournée avec un facteur qui est fidèle et présent avec ses usagers, et parce que ces réorganisations successives menacent la qualité de service et donc la bonne image dont pouvait bénéficier le facteur et la factrice. Il est rare maintenant, moi du coup je discute de la Poste avec pas mal de gens, j'imagine que vous aussi, que du coup quelqu'un n'y aille pas de son anecdote sur le fait qu'il était à la maison et qu'il a été avisé, qu'on n'a pas sonné chez lui. Ça participe de la dégradation de cette image. Et donc il y a un enjeu pour la Poste à essayer de couvrir ces nouveaux marchés, ces nouveaux services, avant d'avoir complètement dégradé l'image du service de la distribution du courrier, et avant d'avoir détruit complètement le sens et l'intérêt du travail pour les facteurs. Et là, ça rejoint la première question. Le rapport au sens du travail, il est bousculé, il est difficile. Il y a une hésitation entre essayer de continuer à y trouver du sens, de continuer à y trouver son utilité, une de ses raisons de vivre, c'est pas la seule, mais c'est une de ses raisons de vivre, et l'idée un petit peu d'abandonner. Et on voyait bien, c'est dans le centre de distribution où j'ai travaillé, ces différences d'attitude chez des gens qui pouvaient être relativement jeunes, qui avaient 10 ans de boîte, mais qui avaient une trentaine d'années à tout casser, et qui faisaient du coup des arbitrages. On leur avait donc rajouté des rues et des rues, leur tournée était surchargée. Ils continuaient de tenter de distribuer les recommandés sur les portions qui correspondaient à leur ancienne tournée, parce que c'est des usagers qu'ils connaissaient déjà, vis-à-vis desquels ils voulaient continuer à maintenir une qualité de service. Et puis les nouvelles rues, les nouveaux usagers, là on allait aviser d'office. Et puis
J'ai l'exemple d'un facteur qui avait durement gagné sa place de titulaire, qui avait pu acheter sa tournée au bout de plusieurs années de rouleur, puis là qui avait décidé finalement qu'il serait rouleur, il irait prendre la prime de 7 € par jour, il ferait un peu le mercenaire et il s'embêterait plus à essayer de distribuer tout le courrier, il ramènerait du courrier, il resterait dans ses heures, il dépasserait pas. Et du coup ça... Donc une sorte de décrocheur mental, puis qui au fur et à mesure, du coup, ça créait aussi des conflits avec les titulaires qui récupéraient la tournée avec des restes supplémentaires. Donc ça rendait sa position difficile, la possibilité de bien vivre son travail de plus en plus restreinte. Et puis au fur et à mesure, il se mettait de plus en plus en arrêt maladie, et puis il a négocié, comme beaucoup de gens, une rupture conventionnelle. Et au passage, je souligne que si vous cherchez dans les rapports sociaux le nombre des ruptures conventionnelles à la Poste, vous ne les trouverez pas, comme si ça n'existait pas. Alors c'est peut-être un positionnement politique de la Poste qui ne veut pas donner la moindre légitimité à cette invention sarkozyste, mais c'est comme s'il n'y avait pas de rupture conventionnelle à la Poste. Alors je pense qu'on en a tous entendu parler. Et dans le rapport au travail, c'est-à-dire que les facteurs, c'est ambivalent. Par rapport à ces outils de calcul, je pense qu'il y a à la fois la volonté de découdre, la volonté de discuter, il y a toute une intelligence qui se déploie sur qu'est-ce qui fait la tournée et pourquoi ces indicateurs schématiques et caricaturaux utilisés par la Poste ne représentent pas bien leur tournée. Il y a une volonté d'entrer dans la controverse, mais justement, la Poste n'offre pas la possibilité d'une vraie discussion. Et donc, la face un peu négative, c'est plutôt une espèce de morosité dans le travail et une manière, dans les cas les plus délétères, une manière de réfléchir à son travail uniquement à travers la jalousie vis-à-vis de la tournée du voisin, où on a l'impression qu'il a été mieux servi que nous, faute de pouvoir avoir un combat et une discussion collective sur ce qui fait le travail et sur ce que ça vaut et ce que ça représente comme charge. Et c'est comme ça ces rancœurs individuelles sur ce que pèseraient les tournées les unes par rapport aux autres. Alors du coup, comment convaincre les collègues? Je pense que le premier geste absolument nécessaire, c'est de leur offrir mon livre. Et ensuite, probablement, ça ne suffira pas. Mais moi, ce que j'ai constaté avec la plupart des factrices et des facteurs avec lesquels j'ai discuté, c'est qu'ils ne croient pas au diagnostic de la Poste. Ils ne croient pas que leur tournée, elle dure 4h12 et que donc ils doivent, comme on dit dans le langage de la dette postale, 2h48 à la Poste. Ils n'y croient pas, mais ils sont désarmés parce que effectivement, ces calculs sont présentés comme savants. Les directions, les organisateurs prennent des airs importants pour en parler, même s'ils ne sont pas foutus de les expliquer. Et donc, ça peut être intimidant. Donc je pense que le seul bénéfice que peut avoir mon livre, j'espère, vis-à-vis de certains facteurs, c'est de les dessiller un peu, de les désinhiber, de les désintimider en quelque sorte vis-à-vis de ce qui se présente comme quelque chose de scientifique et qui donc, j'y reviens pas, ne l'est pas du tout. Après, une fois qu'on a un peu déshabillé les apparences scientifiques de ce système-là, du coup on a démonté les arguments de la Poste. Donc on retombe sur un rapport de force un peu plus brutal, qui est un peu moins paré d'un habillage idéologique, mais on est toujours dans un rapport de force et ça ne règle pas du tout la question de savoir comment on arrive à les convaincre. On a peut-être réussi à les convaincre que les arguments de la Poste sont bidons, mais on n'a pas réussi à les convaincre qu'une mobilisation pourrait éventuellement être efficace pour améliorer les choses. Et ça, c'est mes petits camarades autour de moi qui vont répondre à comment faire. Vas-y, pour une pareille conclusion, puis après on se dira au revoir. Conclusion toute temporaire, parce que c'est difficile de conclure. Voilà. Non, par rapport, bon, Nicolas a partiellement répondu sur les évolutions, enfin y compris même été complet sur la question des nouveaux services et des évolutions du métier de facteur, ce qui est la question qui était posée. Sur les facteurs guichetiers, bon, c'est à la fois une ancienne, c'est nouveau et pas tant que ça, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait receveur-distributeur. Je commence à être un vieux postier, parce que j'en ai connu, des vrais vivants et tout. En fait, ils avaient le même taf, sauf qu'ils avaient un ou plusieurs grades de plus, et qu'en fait, dans l'absolu, on pourrait être... et faire une partie guichetier réseau et une partie distribution. Dans des zones rurales, tout ça pourrait se concevoir. Le problème, c'est que ça se fait pas pour ça. Ça se fait pour faire des économies, surtout des postiers, et ça se traduit par
compris de la polyactivité qui n'est pas reconnue, de l'aggravation des conditions de travail, y compris avec des gens qui se retrouvent plus isolés même que ce qu'ils étaient avant, donc c'est plutôt ça le problème. Sur les nouveaux services, je ne développerai pas beaucoup, sauf que on fait beaucoup de bruit autour des nouveaux services, et encore le PDG de la Poste fait énormément de bruit autour de ça. Alors, je ne veux pas dire qu'en fait c'est peanuts, parce qu'en réalité, y compris le samedi, ça a été dit, mais faire un peu de cheval de Troie, non seulement à la casse des organisations de travail traditionnelles, mais aussi au déploiement des nouveaux services. Mais enfin, si on se met des glaçons sur la tête, les nouveaux services, c'est moins de 2% du chiffre d'affaires. Et là où Philippe Val attendait, le patron de la Poste, de ce qu'il nous dit, 100 000 contrats, il en a 15 000, enfin, quasiment 10 fois moins. Donc en fait, en vrai, les vraies lignes stratégiques sont plutôt autour du colis. Et là, on a de quoi être inquiet en réalité. On va dire, je parle beaucoup de mon patron, mais on aime bien le citer aussi. Parce que quand on lui a posé la question, quand je dis on, c'est un député, la France Insoumise du 93, qui s'appelle Éric Coquerel, qui l'a interpellé sur l'usage et le suravusage de la sous-traitance au colis, il répond, benoîtement, si nous avions les conditions, je cite, je l'ai sous les yeux, si nous avions les conditions sociales des facteurs transposés sur tous les salariés de Chronopost, quand il dit Chronopost, en réalité, c'est un modèle qui s'applique aussi à la maison mère dans le secteur du colis, la Chronopost disparaîtrait. Et il dit par ailleurs que aujourd'hui, la branche courrier-colis, qui est la plus grosse branche de la Poste, était une branche du courrier de factrice et de facteur qui faisait du colis, et l'avenir, c'est une branche de colis, accessoirement distribuerait du courrier. Et quand on croise ces deux déclarations, on se dit que le modèle social, et on peut mettre 4000 guillemets, je suis facteur, je sais ce qu'il en est, on peut mettre 4000 guillemets autour de ça, mais c'est encore trop. Pour la Poste, c'est encore trop, y compris pour l'État. On sait à quelle sauce on va être bouffé. C'est là, c'est le colis, c'est là où ils vont aller chercher le pognon, mais au prix de rogner et de bousculer et de fracasser ce qui reste encore je mets des guillemets, de protecteurs que nos patrons appellent des rigidités. On n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Donc de ce point de vue-là, voilà, c'est plutôt ça le truc. Sur les ruptures conventionnelles, je le dis au passage, on a posé plein de fois évidemment la question, en disant mais alors ça évolue comment? On n'a même pas demandé. Ça diminue, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a combien? On ne sait pas vraiment, on va pas bon, voilà, c'est ça. Le jeu, c'est la DRH là que je vous dis que j'imitais. Et pour terminer, bon, après sur les perspectives, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'on a pris des années de coups sur la tête, de défaites accumulées, d'évolution brutale, de perte de sens de travail, qui joue aussi, la perte de sens de travail, ça joue sur l'appréhension qu'on peut avoir des luttes collectives et de se mobiliser, sachant quand même que la Poste n'a jamais été un désert de mobilisation. Il y en a toujours eu. Un exemple, un jour où il y avait eu une journée sans grève à la Poste, au siège, ils ont débouché le champagne. Pour vous dire que il y a quand même cet élément-là. Donc c'est pas le problème de combativité, c'est un problème d'avoir suffisamment confiance en soi et collectivement pour rebousculer et de dépasser le fractionnement des réponses, en particulier à la distribution. C'est pas pareil forcément dans les centres de tri ou dans les bureaux de poste, mais c'est vrai qu'à la distribution, c'est là où il y a plus de conflits, c'est là où ils sont plus fractionnés. Notre chance, je mettrai des guillemets, c'est que la Poste nous impose un défi aux organisations syndicales, qui ont une responsabilité quand même très importante, et à tout notre camp et à tous les collègues, nous impose un défi en multipliant des organisations qui suppriment encore plus d'emplois et qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus concentrées. Et donc ça c'est ce qu'on met sur la table, c'est d'avoir le débat entre nous, militants syndicaux ou pas, collègues, pour discuter des réponses à apporter. Donc j'ai parlé déjà de mobilisation qui soit était déjà appelée, soit se créait. J'ai oublié de dire en parlant du 16 mars dans les Hauts-de-Seine qu'il y avait une manif, je parle peut-être plus pour les franciliens, mais pas seulement, qui aura lieu le jour de la grève, le 16 mars, d'ici, dans le 92. Il se trouve que le siège il est en bordure du 92, donc il se terminera devant le siège de la Poste, donc ça sera un élément important dans la période. Et je rappelle aussi le meeting, malheureusement virtuel, mais on espère que oui, ça sera un cadre aussi de discussion entre nous, le 10 mars. En gros, sur la tonalité, c'est face au plan stratégique qui va durer quasiment 10 ans et qui va être développé là en courant 2021 jusqu'à l'horizon 2030, c'est ça qu'ils mettent en place. Face à ce plan stratégique patronal, on prépare la riposte, et puis la riposte postale, c'est la riposte des travailleuses et des travailleurs de la Poste. Donc ça sera l'occasion de discuter de la présentation des comptes de la Poste. Je rassure tout le monde, on ne va pas faire des avalanches de chiffres. Sauf que dans les comptes de la Poste, quand on a une analyse syndicale et politique, on voit très nettement où sont les directions, où sont les enjeux, où sont les priorités.
Et évidemment, on aura une discussion avec cette lumière-là des transformations qui sont à l'œuvre, et la discussion aussi pour préparer des ripostes collectives par rapport à ce qu'on nous prépare. On va se dire au revoir. Non, mais par contre, on montre aussi le livre. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le commander chez nos libraires. Et puis, sinon, Nicolas. Effectivement, je pense dans toutes les bonnes librairies. Donc, sinon, les autres mauvaises. Voilà. C'est ça, exactement. Logiquement, ça passe dans la fente, mais ça dépend des fentes de boîte aux lettres. Donc, si vous faites par correspondance, faut faire gaffe. C'est clair. Et par ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait parmi vous des représentants d'organisations syndicales. S'il y a des commandes groupées de syndicats, l'éditeur La Découverte fait des réductions. Donc, on peut directement s'adresser à moi ou à l'éditeur pour avoir ces réductions. Ok. Et une bonne soirée à tous. Et merci. 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 À la prochaine.